Et on a le grand plaisir de recevoir un ami de l'IHEJ, un ami de longue date, Bien sûr. qui est Karim Benyeklev, et qui dirige le laboratoire de cyberjustice à Montréal, et qui est, a véritablement parlé, un précurseur de cette question, un précurseur et un acteur principal de cette réflexion sur la justice, parce que je crois qu'il anime le programme le mieux doté sur cette question depuis des années. Depuis une bonne, une bonne quinzaine d'années. Une bonne quinzaine d'années, ouais. Et donc, auquel nous sommes associés de manière diverse, nous, IHEJ, avec Harold, avec Jean, avec James. Bon, et donc, c'est un grand plaisir de l'accueillir ce soir. Et avant cela, d'ailleurs, on se connaissait, Karim, c'était pour une possible histoire de la norme, sur plus une question de philosophie du droit beaucoup plus classique, j'allais dire. Donc c'est d'où l'intérêt, de t'entendre, ce soir. Alors, est-ce que je me retourne vers James, tout est OK pour l'enregistrement, pour le... On tourne, impeccable, très bien. On tourne, ça tourne. Excellent, merci beaucoup Antoine. Je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous. Toujours un grand plaisir de retrouver les amis de l'IHEJ, effectivement. Alors, quand James et Antoine et toute l'équipe m'avaient proposé de participer à ce cycle, droit et mathématiques, je dis bon, droit et mathématiques, est-ce que je fais faire quelque chose de pratique, parler un peu de la cyberjustice dans ses déploiements très concrets. Et puis alors j'ai réfléchi, parce qu'en même temps, je préparais les activités de la chaire Coiré. Et bon, comme tout le monde, je lis les journaux, je suis l'actualité, etc. Et bon, je travaille quand même sur les questions de technologie de l'information depuis 30 ans maintenant, plus. Même, j'avais commencé mon doctorat sur la question. Et je trouvais que quand même, parfois, dans les médias en général et dans le discours public, il y avait quand même un enthousiasme qui frisait parfois, mon Dieu, certaines presque impostures sur certains aspects. Mais je me suis dit, bon, ça, c'est pas forcément simplement les effets marketing et effets de mode, ça arrive, effectivement, c'est peut-être pas la raison principale. Une des raisons aussi, c'est peut-être finalement tout ce qui entoure ce discours sur la rationalité technique, etc. Et je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose autour de ça. Et au même moment, je terminais un texte pour Yves Poulet, notre collègue de Namur, pour ses mélanges. J'avais fait un petit texte sur les artefacts technologiques et une sorte de dialogue à l'époque, et j'étais tombé sur ce texte de Cornelius Castoriadis, dont on avait déjà parlé d'ailleurs la dernière fois qu'on s'était vu, que j'avais trouvé assez intéressant. Je vous le cite, là vous le voyez à l'écran, tout a déjà été dit, tout est toujours à redire, ce fait massif à lui seul pourrait conduire à désespérer, l'humanité semblerait sourde, elle l'est pour l'essentiel. C'est de là qu'il s'agit avant tout, dans toute discussion portant sur les questions politiques fondamentales. Ah, on me dit, il y a quelque chose là. Telle est pour l'humanité moderne la question des rapports entre son savoir et son pouvoir, plus exactement entre la puissance constamment croissante de la technoscience et l'impouvoir manifeste des collectivités humaines contemporaines. Bon, tout a déjà été dit, je pourrais m'arrêter là, mais bon, ça serait quand même pas... c'est pas mon intention, faut pas exagérer. Mais cet extrait va quand même fonder le reste de ma présentation, au sens où en revenant à nouveau frais sur le pouvoir des technosciences, sur les rapports entre pouvoir et savoir, je crois qu'on en revient en fait à une question politique. Et c'est peut-être ce qui explique, à un moment donné, le discours qui est si prégnant aujourd'hui autour de ces questions. Et ça sera un peu le sens de ma démonstration avec vous. Ramener ces rapports à une question politique ne suppose pas évidemment que les réponses soient simples. Pas parce que je dis c'est politique, c'est facile, loin de là. Je précise aussi tout de suite d'entrée de jeu que cette présentation ne procédera pas et ne procède pas d'un préjugé anti-technique ou anti-scientifique. Hein. Au contraire, je veux dire, une bonne partie de ma carrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'est bâtie autour de ces artefacts technologiques, que ce soit en construisant des plateformes ou en continuant à le faire encore aujourd'hui, ou même en développant des outils d'intelligence artificielle pour la régie du logement. Et c'est un exercice très très difficile, encore une fois, contrairement à ce qu'on peut peut-être croire. Bon. Mais cette inclination qui est la mienne n'a jamais évidemment oblitéré mon sens critique, j'ose le croire. Et au contraire, peut-être même que cette connaissance relativement intime de ces questions et des conséquences des outils, elle a peut-être même affiné.
La distinction entre ce qui constituerait d'ailleurs un bon usage de la technologie et d'un mauvais usage ne tient pas la route non plus. Parce que très souvent, et ça c'est la position souvent de nos amis américains qui disent bon, non, c'est pas la technologie comme telle, c'est l'usage qu'on en fait. Je ne le crois pas. C'est pas tellement le cas. Mais bon, Castoriadis le souligne également, la science s'intègre dans des appareils de pouvoir existants et ceux-ci ne dirigent en fait rien. Et en cela, il n'y aurait ni technocratie ni scientocratie. L'homme moderne ne maîtrise pas la technoscience, nous dit-il. J'y reviendrai en abordant notamment le contexte politique en conclusion. Et le titre de ce cycle de séminaires, Droit et mathématiques, s'inscrit effectivement bien dans l'air du temps, puisqu'il met le doigt sur ce discours public qui est si important, qui nous parle de quantification, d'indicateurs, de ranking, de benchmarking, et qui constitue évidemment une illustration de la propension de nos sociétés à se réfugier dans la confortable illusion d'une réalité mathématique et scientifique qui nous dispenserait de réfléchir aux finalités de nos actions et peut-être même au sens ultime de nos vies. Parler de droit et de mathématiques, ainsi que le titre nous y invite, c'est inévitablement parler de l'État. Parce que, on le sait, dire le droit, c'est le premier attribut de la souveraineté, nous rappelle Jean Baudin. Et évoquer la mathématisation du droit, c'est en fait évoquer la mathématisation de l'art de gouverner, c'est-à-dire la croyance en l'automatisation de la règle, de son application et de son interprétation, des manières de faire, des pratiques et des usages, bref, de la programmabilité de l'action humaine et bien sûr administrative. Et cette mathématisation, aujourd'hui, se fonde sur des technologies quantitativistes, statistiques et algorithmiques notamment. Et le numérique en est la grammaire. Ces technologies seraient la source de mutations fondamentales que connaissent nos sociétés avancées. Mais les technologies ne peuvent à elles seules entraîner ces mutations. Elles doivent s'inscrire, me semble-t-il, je ne suis pas le seul à le dire bien entendu, dans un contexte sociopolitique qui peut soit les étouffer, soit les neutraliser ou au contraire en assurer le déploiement. Je suis de ceux qui ne croient pas qu'il y a un déterminisme technologique. Je prends l'exemple du mur de Berlin. Sans la chute du mur de Berlin, on peut supposer qu'Internet serait resté une stricte aventure universitaire et qu'Internet grand public au milieu des années 90, quand la National Science Foundation a dit « bon, allez-y, je privatise, vous pouvez commencer à faire du commerce », eh bien, cette privatisation ne serait peut-être pas advenue, ou alors dans une version nettement édulcorée. Et je crois avec Barbara Stiegler que ni la technologie ni le capitalisme ne peuvent produire de discours sur l'espèce humaine et sur son évolution, et que le discours sur la quantification, la compétition et l'évaluation s'inscrit dans une pensée politique beaucoup plus large et n'en est en fait qu'un accessoire. Cette pensée, dit Stiegler, a une ambition anthropologique et le droit est son principal moyen de réalisation, et j'y reviendrai. Alors un petit plan, je me propose donc d'aborder dans un premier temps et très rapidement les dimensions historiques de cette fascination pour les nombres en Occident, mais ailleurs aussi, parce que l'Occident évidemment n'est pas seul, mais il a poussé cette fascination à son zénith. Je donnerai ensuite quelques exemples contemporains qui illustrent cette fascination quantitative que vous connaissez sans aucun doute. On verra que des indicateurs jusqu'à la RegTech, Regulation Technology, les exemples ne manquent pas. Puis je dirai quelques mots du contexte politique du dernier demi-siècle qui a constitué, je crois, le terreau parfait permettant et assurant le déploiement de ces technologies quantitatives, statistiques et algorithmiques. Sans ce contexte essentiel, encore une fois, je ne crois pas que ces technologies n'auraient sans doute pas colonisé les arts de gouverner avec tant de prégnance. Finalement, quelques petits propos critiques sur cette quantification qui ne présentent pas, on s'en doute bien, les qualités d'objectivité, de neutralité, d'impartialité dont on les adoube systématiquement dans le discours public et dans l'imaginaire collectif. Le désir de mathématiser le droit, de calculer la norme, n'est bien sûr pas tout à fait nouveau. Mais le contexte historique dans lequel se déploie aujourd'hui ce désir est inédit et n'a que peu à voir avec les conditions passées. J'y reviendrai quand j'aborderai le contexte sociopolitique qui étaye ce désir calculatoire. Tout est arrangé d'après le nombre, aurait dit Pythagore. Et la contemplation des nombres serait la clé d'accès à l'ordre divin. L'imaginaire occidental est dominé depuis les temps modernes par un modèle rationaliste et mécaniciste. Comme le souligne Alain Supiot, les institutions dont le gouvernement sont représentées souvent sous le modèle de la machine. Supiot précise que c'est chez Hobbes que cette idée s'exprime avec le plus de clarté. On retrouve plus tard chez Leibniz aussi la sentence selon laquelle, et je cite, « on peut juger du juste et de l'injuste aussi incontestablement que dans les mathématiques ».
Pour Hobbes, l'homme créé à l'image de Dieu doit imiter cette technique et ainsi user des arts mécaniques pour fabriquer à son tour des êtres artificiels, c'est-à-dire des automates qui imitent le vivant. Et Hobbes se référait à l'horloge, automate par excellence, reflet d'un dieu horloger. Se crée ainsi, pour reprendre les termes de Suppiot, une véritable anthropologie physique de l'homme-machine. Et la dernière pierre est posée en affirmant que l'État doit être conçu et appréhendé comme un automate fabriqué à son image. Le gouvernement est ainsi représenté sur le modèle de la machine. Les représentations ont évolué, évidemment, et l'ordinateur d'aujourd'hui et le numérique constituent le modèle de gouvernement. Or, l'ordinateur, nous savons, obéit à des programmes logiciels plutôt qu'à des lois. On passe donc du modèle de l'engrenage, poids et contrepoids de l'horloge, à celui des programmes qui assurent la rétroaction des unités de mesure, les hommes, les administrations, dans une logique toute managériale qui tient le haut du pavé dans nos sociétés avancées. Et cette programmation, qui se substitue à la subordination du sujet, implique, selon Suppiot, un passage du gouvernement à la gouvernance. Cette fascination du nombre n'est évidemment, bien sûr, pas propre à l'Occident, même si ce dernier a fait de cette fascination un levier de développement technique et une obsession qui peut relever presque d'un certain mysticisme. Mais on retrouve en Chine, par exemple, une conception de l'être humain qui partage des points communs avec l'homo economicus occidental et l'utilitarisme. On peut penser notamment à l'indexation de la loi sur le critère d'efficacité plutôt que de justice. En Chine, on reconnaît aussi que l'égoïsme plutôt que la vertu est ce qui ferait agir l'individu, et le système de châtiment et de récompense mis en place par la théorie légiste en Chine s'organise autour de cette réalité. Ceci dit, la conception chinoise se distingue de l'utilitarisme occidental en affirmant que l'égoïsme ne peut conduire à l'harmonie, puisque celui-ci, et je cite Suppiot, enferme l'individu dans le temps court du calcul d'intérêt et le rend aveugle aux intérêts à long terme que sont ceux de la collectivité. Cet égoïsme conduit donc au chaos et à la poursuite des intérêts individuels en Chine. Cet égoïsme conduit au chaos et la poursuite des intérêts individuels doit être en Chine subordonnée évidemment à l'intérêt national. Bon, il existe évidemment sans aucun doute tout un bouquet de raisons qui expliquent cette fascination du nombre en Occident. Le passage de cette fascination bénigne à une obsession quasi maladive est plus récent peut-être et peut s'illustrer notamment par une multitude d'exemples liés aux indicateurs et autres modes de quantification de l'action humaine qui colonisent littéralement les administrations publiques, les institutions internationales et bien sûr le monde de l'entreprise qui est souvent à la source de cette dérive calculatoire. Dérive car nous verrons que la délégation aux machines et l'indexation de toute action sur un critère calculatoire sont des leurres qui donnent l'illusion d'une rationalité parfaite. Ces techniques relèvent de la pensée magique. Leur rationalité n'est qu'un vernis. Je vais vous donner maintenant quelques exemples de cette quantification de l'action humaine qui est parée de toutes les vertus, des vertus sans doute surnaturelles qui peuvent même conduire à un fétichisme de cette quantification. Ces techniques et technologies de la quantification ont envahi le discours public et la langue quotidienne en est imprégnée. Comme le souligne Frédéric Joly dans son ouvrage tout récent « La langue confisquée », lire Victor Klemperer aujourd'hui, la langue, nous le savons, est un révélateur de l'esprit du temps. Nos structures mentales sont imprégnées du vocabulaire des mondes économiques et du management et tout autant de la mécanisation et de la programmation. Cette phraséologie néolibérale est un appauvrissement de la langue et nous fait perdre l'idée de vérité, vérité qui est une fonction permanente du langage, nous dit Frédéric Joly. Il ne faut donc pas s'étonner, selon ce dernier, de la défiance généralisée à l'endroit du discours argumenté et des vérités jusqu'ici incontestables. Il cite d'ailleurs Pascal Angel qui dit finalement la vérité aujourd'hui c'est du bullshit. Alors après avoir déploré l'utilisation de la langue comme un simple outil et l'obligation faite aujourd'hui de délivrer, je le cite, un message sans ambiguïté à coups de phrases brèves faites de peu de mots, comme y incitent notamment les techniques d'empowerment et de capacitation, censées permettre aux modernes de toujours plutôt s'optimiser, l'auteur ajoute, et vous le voyez ici, que nous vivons des temps de misère communicationnelle qui obèrent toute subjectivation ordinaire et qui ne se sait pas telle. Ce temps a même des prétentions souvent grotesquement exorbitantes et ridiculement formulées, le plus souvent au moyen d'un langage de la fonctionnalité axé sur l'idée de performativité individuelle et intégrant des vocables issus pour l'essentiel des sphères de l'économie, du management, mais aussi de la programmation et de la mécanisation, justement.
Et maintenant, peut-être quelques exemples concrets de projets qui ont pour ambition de calculer le droit en le transformant en signes numériques et algorithmiques. Je vous en donne quelques-uns, mais évidemment, vous devinez bien qu'il y en a une pléthore, mais quelques-uns. Le projet Hammurabi, par exemple, aux États-Unis, qui est une expérimentation, enfin une expérience plutôt qui vise à codifier le droit américain, le code des Federal Regulation, les lois des États, par exemple, dans un format de machine exécutable ou lisible. C'est en fait plutôt des systèmes experts, très souvent, qui permettent à ce moment-là de répondre à des questions très simples, comme quelle est ma déduction fiscale de base, etc. Et évidemment, tout cela, comment dirais-je, embedded, imbriqué, merci, dans des infrastructures logicielles et de hardware aussi. Je pourrais citer les projets Good Law au Royaume-Uni, l'État plateforme au Royaume-Uni est très avancé, Code for America, Code for Canada aussi, où là on vise évidemment, encore une fois, à offrir des services publics numériques de meilleure qualité, etc. Alors l'intention est évidemment louable, mais il y a aussi des réflexions à tenir au sujet des incidences de ces plateformes numériques où l'État finalement devient un État plateforme qui peut induire évidemment des conséquences qui ne sont pas négligeables. Dans tous ces cas, il s'agit donc de traduire en termes numériques les fonctions et les informations, règles, normes, pratiques, des administrations publiques, qu'elles soient britanniques, américaines ou canadiennes, afin d'assurer un accès aux droits et aux services des dites administrations. C'est l'émergence du Smart Law, pour employer l'expression de nos collègues du Centre Perelman, à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles, SMART, pour scientifique, mathématiques, algorithmique, risque et technologie. Il faut prendre en compte de tout cela, et donc émergence de l'État plateforme. Ce désir de mesurer la vie des individus se retrouve évidemment dans le secteur privé. Pensons au domaine de l'assurance et des applications qui surveillent la conduite et modulent le prix de la prime en fonction de celle-ci. Vous en venez justement. Et bien sûr, les différentes applications algorithmiques sur les goûts, les habitudes, la consommation, les pratiques des usagers, Facebook, Google et compagnie. Alors, les citoyens ne sont pas dupes, même s'ils semblent accepter sans broncher la persistance de ces applications dans leur vie, la surveillance constante qu'elles supposent. En France, selon un sondage IFOP de 2017, 80% des Français considèrent que les algorithmes sont assez présents ou très présents dans la vie de tous les jours. 65% des Français estiment que les algorithmes auront encore plus d'influence demain qu'à présent dans leur vie quotidienne. Et 72% des Français considèrent que les algorithmes constituent un enjeu de société. Bon, je n'ai pas les chiffres pour le Canada, mais je soupçonne fortement que ça ne doit pas être très différent. Je pourrais aussi évidemment vous citer le robot de YouTube qui automatise la recherche de contenus violant les droits de propriété intellectuelle, de la chaîne de blocs et de l'automatisation des contrats, même si une preuve de concept clair et à grande échelle reste à faire pour les smart contracts. Mais je peux mentionner aujourd'hui, dès maintenant, parce que ça, ça marche et ça marche beaucoup, c'est les RegTech, les Regulation Technology, les technologies de régulation, qui sont d'abord apparues dans le monde de la surveillance des institutions financières et bancaires. On se rappellera qu'à la suite de la crise de 2008, le législateur plutôt, a élaboré toute une série de règles très lourdes, très complexes, très nombreuses, qui devenaient très difficiles à gérer, même pour des grandes institutions bancaires. Elles ont fait appel à ce moment-là à la technologie pour pouvoir répondre de meilleure manière à la compliance, donc de se plier à cet exercice. Ils l'ont fait de manière assez efficace, grâce à ces différents outils informatiques, numériques. Mais c'est le régulateur, lui, ensuite, qui s'est trouvé complètement submergé de données, puisqu'évidemment, les réguler, si vous me passez l'expression, étaient très efficaces, grâce à ces systèmes, et inonder le régulateur des données qui étaient exigées par la loi, ceci dit, la compliance. Le problème, c'est qu'évidemment, les régulateurs, en général, n'ont pas les moyens de les réguler. Et ils ont fait aussi appel à la technologie pour pouvoir vérifier que les régulés, dans l'amas d'informations qui leur étaient transmises, respectaient bien celles-ci. Alors ils ont créé ce qu'on appelle les bacs à sable, les sandbox en Angleterre notamment, pour tester des logiciels et des algorithmes qui allaient vérifier le respect, la licéité des obligations par les autorités, par les régulés, pardon. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui est un peu étrange, puisque vous avez des sociétés informatiques qui vont développer les règles de compliance et qui vont ensuite développer les règles des autorités de régulation pour vérifier que cela est bien respecté.
Alors la transformation de l'État et de son fonctionnement par les technologies devient donc de plus en plus importante et évidemment l'IA, l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée, va accroître cette tendance. On brocarde souvent les Chinois et leur index de crédit social, fondé, vous le savez, sur une multitude de sources. Les Chinois n'ont pas centralisé l'exercice, c'est Alibaba, Baidu, etc. qui fait pour eux, sites commerciaux, vidéosurveillance, etc. Mais les démocraties libérales se dirigent également vers ce type d'indexation algorithmique des comportements individuels. Je vais vous donner 2 petits exemples très rapides qui vont illustrer les initiatives algorithmiques prises par les administrations publiques, dont une histoire d'horreur, qui est celle de l'exemple de Midas au Michigan. Midas, ça veut dire Michigan Integrated Data Automated System. C'est un système expert voué à réduire les coûts opérationnels de l'administration dans la détection de la fraude à l'assurance chômage, et ce de façon autonome. Alors, Midas visait donc à moderniser l'infrastructure, en permettant ainsi de créer une efficacité opérationnelle et un service à la clientèle amélioré, par la mise en place de 3 objectifs. S'assurer que seules les personnes devant réellement bénéficier des chèques d'assurance-emploi pourraient les recevoir, bien entendu. Augmenter l'efficacité de traitement et de réponse aux demandes d'assurance-emploi. Réduire les coûts opérationnels par des gains en efficacité par la réduction d'effectifs de l'agence. Alors, quand on lit ces 3 objectifs, on se dit, bah oui, c'est superbe, c'est ce qu'il faut. Hein. On a besoin de ça. Alors, les gains en efficacité se sont traduits notamment par la mise à pied d'environ 400 employés de l'administration. Ces employés étaient évidemment affectés à la vérification des cas de fraude potentielle. Résultat, et bien sur une période d'un peu moins de 2 ans, Midas s'est prononcé sur 40 195 cas sans aucune supervision humaine. Autrement, l'algorithme de Midas générait automatiquement des accusations de fraude en l'absence de vérification humaine. Alors, parmi les cas jugés de façon autonome par Midas, tenez-vous bien, 85% ont provoqué un faux positif. 85%, ce n'est pas un petit chiffre, hein. C'est-à-dire une accusation erronée. Midas s'est ensuite prononcé sur 22 589 cas additionnels avec un certain niveau de supervision cette fois-là. Encore une fois, l'algorithme a démontré un taux alarmant de faux positifs puisque 44% des situations jugées frauduleuses ne l'étaient pas. De plus, Midas a même généré des accusations de fraude visant des personnes qui n'avaient jamais eu recours à l'assurance-emploi. C'est ainsi que cette administration a généré des sommes faramineuses, et ce qui explique le retard, puisque jusque-là, elle avait des revenus d'environ, quand elle réussissait à récupérer les trop perçus, de 3 millions de dollars, mais grâce à ce système, elle avait des revenus annuels de 69 millions de dollars en un peu plus d'un an. Alors évidemment, les administrateurs disent « mais ça marche très bien ». Qu'est-ce que vous voyez? Alors, les conséquences, cependant, étaient dramatiques pour les individus. Faillite, saisie du salaire, et aux États-Unis, code de crédit affecté. La cote de crédit aux États-Unis, c'est évidemment essentiel. Hein, ça vous suit toute votre vie. Alors, heureusement qu'il existe aux États-Unis des associations comme ECLU, la liberté civile, qui ont pris en main ces dossiers. Et le problème, évidemment, à l'origine du mauvais fonctionnement de Midas a été mis à jour par ces contestations judiciaires. Les litiges ont révélé qu'une grande quantité de données n'avait pas pu être prise en compte par l'algorithme de Midas, puisque le module de numérisation de documents sous format papier n'était pas entièrement intégré à Midas. Et surtout, et c'est ça qui intéresse le common lawyer en moi un peu aussi, c'est que les demandeurs ont plaidé notamment que le système automatisé de prise de décision avait été créé intentionnellement par l'État du Michigan pour identifier la fraude sans préavis significatif, jugement aux possibilités pour les demandeurs d'être entendus. Avant d'être privés de leurs biens à titre de pénalité, c'était automatique. La fameuse règle audi alteram partem, qui fonde le droit administratif anglo-américain, n'était pas respectée. Alors, cet exemple illustre bien le mythe de l'infaillibilité de la machine. Quand on le disait évidemment aux administrateurs du Michigan, ils disaient « mais non, ça marche très bien ». Je pourrais donner d'autres exemples sur aussi l'assurance médicaments aux États-Unis, où on a privé des individus de médicaments fondés encore une fois sur un algorithme qui ne fonctionnait pas. De même, on note que la corrélation des faits ici se substitue à la causalité, facteur essentiel du raisonnement juridique. Un autre exemple, c'est celui de Connect en Grande-Bretagne. On en a, je crois, déjà parlé avec Antoine et Jean. Connect, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un algorithme développé pour le compte du fisc britannique et qui vise par l'exploitation des données numériques contenues dans les bases de données publiques, donc le registre foncier, les immatriculations automobiles, etc. Donc il va dans les bases de données publiques, mais aussi les bases de données privées, Facebook, Instagram, etc. Et il est fait parler l'information en établissant des corrélations entre les données ainsi collectées. On pourra dès lors comparer votre déclaration de revenus avec d'autres sources qui indiqueront possiblement un niveau de vie qui ne correspond pas aux revenus déclarés. Vous postez vos photos de vacances sur Facebook ou sur Instagram, il se trouve que vous avez le salaire minimum, mais que vous avez été genre 5 fois aux Bahamas cette année.
Alors Connect aurait rapporté là aussi près de 3 milliards de livres en 8 ans et réduit le manque à gagner fiscal de plus de 8,3% à 6,5%. Bon, et je crois qu'en France, vous êtes en train de développer un système similaire. Alors bien sûr, les indicateurs et autres techniques de benchmarking et de notation constituent aujourd'hui les modes usuels de gestion des affaires publiques, et les effets normatifs de ces modes de gestion sont évidemment indéniables. Pensons aux agences de notation, dont les notes accordées aux États ont une incidence directe et immédiate sur les politiques publiques de ceux-ci. Pensons à l'indicateur Doing Business de la Banque mondiale, qui est un clair exemple des effets normatifs de ce type d'outils qui, de prime abord, pour un juriste classique, n'ont rien de juridique. Cet indicateur porte sur des sujets aussi variés que la rapidité et l'efficacité de la justice civile et commerciale, le niveau de dépenses des ministères, la proportion des investissements étrangers, les contraintes liées à l'environnement, la qualité des infrastructures publiques, la fiscalité des entreprises, la liberté d'information, les contraintes administratives liées à la création, l'accès à l'eau potable, le taux de vaccination, le taux de diplomation universitaire, etc. L'efficacité de cet indicateur se mesure aux réformes qu'il a poussé les États à adopter. Et nous avons des chiffres qu'on en juge. Globalement, plus de 123 États avaient mis en œuvre 230 réformes en 2013-2014, fondées sur leur classement par cet indicateur. Ils vont dire, là, on n'a pas une bonne note, il faut qu'on corrige notre accès à l'eau, notre taux de vaccination, ou d'autres questions liées à la fiscalité des entreprises. Depuis 2005, c'est 185 États, il y a quoi, 200 États dans le monde, donc les 3/4, c'est pas les 4/5e, qui ont mis en œuvre 2300 réformes à l'échelle globale. Alors comment échapper à ces indicateurs qui constituent les instruments privilégiés de guidage de la gouvernance contemporaine et qui permettent de calculer le droit ? Une kyrielle d'autres normes alternatives complète ce court portrait, j'en ai parlé dans cet ouvrage auquel tu faisais référence, les normes ISO, l'index Rule of Law de la Banque mondiale également, la méthode ouverte de coordination de l'Union européenne, les classements des universités, le recteur devient les présidents d'université sont obsédés par cela, etc. Et toutes ces normes n'ont de technique que le nom. Parce que l'argument selon lequel ces normes n'ont pas de portée politique puisqu'elles sont essentiellement techniques et qu'elles gouvernent les choses plutôt que les personnes, c'est évidemment complètement erroné. Cet argument, et je cite Benoît Friedman, remplit en réalité une fonction essentiellement idéologique qui consiste à masquer la nature politique des choix dont procèdent ces normes et des effets qu'elles produisent. Ceci m'amène à traiter brièvement du contexte politique par lequel et dans lequel se déploie la raison calculatoire. Il est assez clair que les instruments de gestion des affaires publiques dont je viens de donner quelques exemples ne sont pas advenus par enchantement comme les champignons après la pluie. Ils dérivent de choix politiques, d'une orientation idéologique qui ne doit rien à une méthode rationnelle qui serait pétrie de neutralité et qui serait fondée sur une scientificité irréprochable et incontestable. De même, les technologies qui fondent en partie ces instruments et qui pénètrent profondément les manières de faire et d'agir, aussi bien publiques que privées, ne relèvent pas de la pure science. Et leur déploiement n'obéit pas au cours naturel des choses, d'une innovation qui s'imposerait naturellement et sans contexte dans nos sociétés. Les discours actuels ont tendance à vouloir naturaliser ces phénomènes. C'est comme ça, c'est la nature. Mais non, cette technologie s'inscrit dans un contexte social, politique, historique, en rapport direct et immédiat dans le développement. Je veux dire, ce que je dis me semble aller de soi, mais expliquons-nous. Une nouveauté technologique, je l'ai dit tout à l'heure, ne peut à elle seule modifier notre rapport au monde. Elle doit s'inscrire dans un contexte socio-politique, un contexte historique particulier, pour vraiment modifier ce rapport au monde. Elle en dépend. J'aime bien cet exemple de l'imprimerie. Quand Gutenberg, au XVe, invente l'imprimerie, il imprime des Bibles en latin. C'est un échec commercial. Ces Bibles ne se vendent pas. Il est endetté et cette technologie reste cantonnée à un tout petit marché. L'imprimerie aurait donc pu rester un phénomène technologique marginal. Mais après sa mort, nous avons qui ? Martin Luther. Et le vent de la réforme protestante modifie la donne puisqu'elle prône notamment, vous le savez, la désintermédiation dans le rapport à Dieu et plus particulièrement dans la lecture de la Bible. Celle-ci est donc dorénavant traduite en allemand, en suédois, etc. Les ventes s'envolent. La bourgeoisie émergente de l'époque a accès dorénavant à la Bible dans sa langue. Son rapport à Dieu devient immédiat en quelque sorte. L'imprimerie apparaît alors comme un outil technologique majeur de cette période historique. Mais il est clair que le contexte historique a été un facteur premier et déterminant de ce succès, le contexte sociopolitique de l'époque.
de cette pénétration de l'outil technologique dans les habitudes sociales, culturelles du monde occidental. Donc un outil technologique nouveau ne peut en soi-même et à lui seul, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, modifier notre rapport au monde. Il doit s'inscrire dans un contexte qui le porte et le consacre. Alors je le disais plus tôt, l'Internet n'aurait sans doute pas connu ce succès fulgurant si le mur de Berlin n'était pas tombé, qui donnait donc un coup d'accélérateur, on le sait, à la mondialisation, qui devient alors triomphante. Bref, on ne peut pas parler des technologies dans l'abstrait. Il faut éviter de les naturaliser comme un certain discours industriel, en fait, nous y invite. Ce ne sont évidemment pas des phénomènes naturels ou spontanés, ils s'inscrivent dans une trame sociopolitique. Mais alors, quelle est cette trame contemporaine dans laquelle les techniques et les technologies s'incorporent ? Un livre récent de Queen Slobodian, Globalist, The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, Globaliste, la fin de l'Empire et la naissance du néolibéralisme, apporte un éclairage historique fascinant et longtemps attendu de l'émergence et de la formidable pénétration des idées néolibérales. Slobodian montre l'importance de cette école dont on avait tendance à oublier dans la configuration de la mondialisation, c'est l'école de Genève. On évoque souvent la mondialisation et ses sources, le néolibéralisme, pour expliquer l'accélération du tournant mathématique des sociétés occidentales et de leurs droits, prééminence accordée à l'économie, le goût d'un droit calculant qui conduirait à l'impartialité, à l'objectivité. Je dis néolibéralisme, mais je devrais sans doute rajouter un S à ce mot et parler des néolibéralismes, comme nous y invite d'ailleurs Serge Audier. On présente souvent le néolibéralisme comme une charge contre les compromis socio-économiques de l'après-guerre, le welfare state, la fiscalité hautement progressive. Je ne mentionne pas ça pour rien, vous le verrez. Les politiques économiques interventionnistes dites keynésiennes et évidemment corrélativement l'apologie du libre marché, des privatisations, de la propriété privée, des dérégulations, de la concurrence, de l'individualisme exacerbé, de la baisse des impôts, etc. Et ça, c'est Wolfgang Strick que je cite. On retrouve dans cette définition une méfiance à l'égard de l'État et une consécration du marché et de l'économie comme index de toute chose. Mais ça, c'est un néolibéralisme dans sa forme ultralibérale. La réalité est un peu plus complexe que ça. L'école de Genève, notamment, fait de l'État, au contraire, un vecteur essentiel de son action. L'école de Genève réunit, entre autres, dans l'entre-deux-guerres, Hayek, von Mises, Röpke, Haberler, qui estiment, cette école, au contraire, que l'État a un rôle fondamental à jouer pour contenir le politique, de même que le droit, et que la science économique, contrairement à l'école de Chicago, que cette science économique qu'on célèbre aujourd'hui, pour eux, c'est une science qui est inconnaissable et imprédictible. En fait, après la crise de 29, plusieurs de ces intellectuels se retrouvent donc à Genève et veulent déterminer les moyens de répondre à la crise, nous apprend Slobodian. Conclusion majeure veut que ni les statistiques, ni une théorie mathématique ou l'économétrie naissante, sur lesquelles ils travaillaient déjà, pour eux, ne peuvent suffire à prévoir et à prévenir les futures crises. L'économie est insuffisante. Et c'est en fait vers des facteurs extra-économiques qu'il faut prêter attention, et en particulier au droit, rule of law, et aux formes juridiques que peuvent prendre, ces facteurs, et aux formes juridiques que peuvent permettre, ces outils. Et notamment d'isoler les marchés des comportements politiques qui sont toujours néfastes et qui sont fondés sur, évidemment, la satisfaction politicienne des desiderata populaires. Donc, utiliser le droit comme une manière d'isoler les marchés. Un auteur plus récent que vous connaissez sans doute, Ernst Ulrich Petersmann, qui est cité dans cette affaire, ne dit exactement la même chose. Il dit « La main invisible du marché doit nécessairement être complétée par la main visible du droit ». Slobodian rappelle que la doctrine récente a négligé cette école, se concentrant plutôt sur les premiers débats des années 30-40 et a porté aussi son attention sur l'école de Chicago, de Law and Economics, etc., sur le colloque Lippmann en 1938, ici à Paris, sur la théorie du choix public, Choice Theory, etc. Mais dans le contexte de la décolonisation et de la fin des empires, parce que les gens de l'école de Genève pensaient beaucoup à ça, l'école de Genève rejette le principe de l'autodétermination des pays colonisés et donc de leur souveraineté. C'est pas possible. Mais ils voient que ça se fait. Alors ils disent il faut donc isoler les marchés. L'école de Genève fonde cette isolation des marchés sur la fameuse distinction de Carl Schmitt entre imperium et dominium, qui permet ainsi, selon eux, de créer une zone offshore. Alors, l'imperium, c'est évidemment la règle de l'État, etc. Et le dominium, c'est évidemment le monde de la propriété, du capital, etc. Donc, distinction entre imperium et dominium qu'ils empruntent à Carl Schmitt, qui permet de créer une zone offshore qui existe sans intervention nationale.
Cette zone, pour eux, est régulée par des règles juridiques à saveur constitutionnelle qui lient les États et les enserrent dans un écheveau de normes et de règles dont il est très difficile de s'affranchir. Cette distinction permet de réconcilier pour eux la tension entre l'économie globale, World Economy, et les nations, World of Nations, en créant cette zone offshore, et surtout en évitant que les pays nouvellement indépendants ne viennent troubler le jeu et remettre en cause la libre circulation. Alors Slobodian écrit, je ne le citerai pas tout, mais que l'école de Genève préconise la gouvernance multiniveau, qu'il faut isoler du processus de décision démocratique, la création de corps supranationaux, de corps judiciaires supranationaux, comme la Cour européenne de justice ou l'Organisation mondiale du commerce, pour renverser les législations nationales qui seraient contraires ou qui viendraient disrupter, si on passait l'expression, les droits globaux du capital. Alors, contrairement à Polanyi qui dit l'économie est désencastrée, lui il dit non, au contraire, l'économie est encastrée parfaitement dans le tissu juridique. Et il s'agit, pour employer l'expression de Slobodian, d'inoculer le capitalisme contre la menace de la démocratie et de créer donc un espace juridique à l'abri des comportements démocratiques irrationnels. On note que pour l'école de Genève, il n'est pas question de supprimer l'État ou de diminuer radicalement ses pouvoirs, selon la doxa habituelle. Au contraire, il faut utiliser les pouvoirs de l'État pour désamorcer la menace démocratique et contenir des aspirations populaires qui auraient le mauvais goût de vouloir se traduire en politique publique qui affecterait d'une manière ou d'une autre le droit de propriété et la libre circulation des capitaux et des biens. À ces considérations historiques sur l'école de Genève se mêlent bien entendu d'autres modalités du néolibéralisme, fondées, nous le savons, sur la compétition, le calcul rationnel, la poursuite des intérêts individuels, une conception de la liberté qui confine en fait à la sacralisation aussi du droit de propriété, etc. Il y a une claire complémentarité entre les écoles. À l'école de Chicago, le discours de nature économique et la mise en avant de l'évaluation, de l'indicateur, de la performance et du quantitatif. Et à l'école de Genève, le projet juridique d'isoler le marché des contraintes politiques par une sanctuarisation des droits économiques. Alors ce contexte historique, qui commence après dans l'entre-deux-guerres, montre que la question politique reste centrale dans l'appréciation de la globalisation et que celle-ci n'a rien de naturel, et a fortiori les modalités qui la composent ou qui la portent n'ont rien de naturel. Par conséquent, ces modalités, et surtout le discours calculatoire qu'elles sous-tendent, apparaissent pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des dissimulations, puisque le calcul est un prétexte pour occulter la dimension profondément politique de cette action. Le récent bouquin de Barbara Stiegler, Il faut s'adapter, complète un peu cette réflexion. Elle montre bien que cette volonté de mesurer, de calculer, de jauger, d'évaluer, de toiser et de peser constitue une autre forme du néolibéralisme qui a pour ambition de changer l'homme, de l'adapter à une société industrielle et post-industrielle complexe par le biais d'un arsenal de politiques publiques soustraites par principe à toute discussion démocratique. Elle nous rappelle le débat fondamental qui a eu lieu entre Walter Lippmann et John Dewey sur justement l'adaptation et le darwinisme social. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est un livre fascinant sur cette question. Et on voit que Lippmann, d'une certaine manière, l'a emporté, alors que Dewey, hélas, on l'écoute un peu moins. Donc, dans ce cas, dans toute cette configuration, le droit constitue donc un instrument premier pour réformer l'espèce humaine. Walter Lippmann le dit très clairement. Là encore, la quantification n'est qu'un leurre qui dissimule la volonté d'user de l'impérium pour modeler l'homme, un projet anthropologique de transformation, et de rendre plusieurs modalités de cette transformation hors d'atteinte de la volonté générale. Alors l'expression libéralisme autoritaire, qui avait été forgée par Hermann Heller en 1933 pour décrire les travaux de Hayek et consorts, cette école de Genève, apparaît très juste. On se souviendra que Hayek a passé beaucoup de temps au Chili avec Pinochet. Il avait bien dit clairement, il disait qu'il préférait une société autoritaire où le capital circulait librement à une société démocratique où il peut y avoir des contrôles. C'est évidemment très bien décrit également par Chamaillou dans La société ingouvernable, dans les travaux de Michael Wilkinson de la London School of Economics et Wolfgang Strick, l'allemand. Ceci dit, examinons maintenant, faisons l'exercice quand même, examinons les prétentions sous-jacentes au recours à la quantification. Peut-être que tous ces gens se trompent, peut-être que je me trompe, peut-être que la quantification, c'est ce qu'il y a de mieux. Eh bien, examinons un peu ces questions. Alors, un examen des méthodes objectives mises de l'avant pour dresser les hommes et les adapter au contexte contemporain montre que celles-ci ne tiennent même pas leurs promesses. Alain Desrosières, que nous connaissons, qui est là décédé, explique dans son ouvrage « Prouver et gouverner »
une analyse politique des statistiques publiques, que la politique des indicateurs statistiques rétroagit sur les comportements indépendamment des souhaits des personnes concernées. Il note, dit-il, une discontinuité entre l'usage traditionnel et ancien des statistiques par les gouvernements et l'usage des statistiques par les méthodes du New Public Management. Et je le cite ici, cette discontinuité viendrait, nous dit-il, du fait que, alors que les statisticiens publics revendiquent l'objectivité et l'indépendance de leur activité, même si l'effectivité de ces principes peut être sociologiquement discutée, les indicateurs du New Public Management, qui induisent des effets de rétroaction sur les situations et les comportements des acteurs, relèvent en revanche de logiques cognitives, politiques et sociologiques très différentes, ce qui a déjà été analysé de longue date à propos de la comptabilité par des chercheurs anglais. Desrosières explique cette discontinuité par le contexte politique qui influe directement, nous dit-il, sur les technologies de quantification. La rétroaction des indicateurs induit des effets pervers. Les acteurs se focalisent sur l'indicateur et non sur l'action elle-même. Ceci n'est pas sans nous rappeler l'effet performatif des algorithmes. Desrosières nous rappelle que le verbe quantifier dans sa forme active, faire du nombre, suppose que soit élaborée et explicitée une série de conventions d'équivalence préalables qui impliquent des comparaisons, des négociations, des compromis, des traductions, des inscriptions, des codages, des procédures codifiées et réplicables et des calculs conduisant à la mise en nombre. Vous devinez que je le cite. Il ajoute « L'usage du verbe quantifier attire l'attention sur la dimension socialement et cognitivement créatrice de cette activité. Celle-ci ne fournit pas seulement un reflet du monde, point de vue usuel, mais elle le transforme en le reconfigurant autrement. Donc la quantification, même venant d'un expert des statistiques, ce qu'était Desrosières, a une vertu idéologique ou prescriptive. Elle reflète les présupposés politiques de son énonciateur. Desrosières écrit que les conventions de quantification sont elles-mêmes le produit de l'histoire, de l'État et des modes de gouvernement. Donc un effet secondaire de la quantification, et qu'on constate dans le discours public tel qu'il est véhiculé par les médias notamment, est qu'une fois les procédures de quantification codifiées et routinisées, leurs produits sont réifiés. Ils tendent à devenir la réalité de façon apparemment irréversible. Les conventions initiales sur lesquelles on s'était mis d'accord pour faire sont oubliées, l'objet quantifié est naturalisé, et l'emploi du verbe mesurer vient machinalement à l'esprit et sous la plume. Je mesure. La nature politique de l'exercice n'échappe donc pas à Desrosières, mais il note le recours massif de la gouvernementalité néolibérale aux indicateurs de performance et au benchmarking par rapport aux autres formes de gouvernement. Cet État instille ainsi ses recettes et son idéologie par ce truchement, trahissant la neutralité axiologique dont se réclame le libéralisme classique. Et à cet égard, l'algorithme n'est qu'un énième moyen de se faire. Suppiot dit peu ou prou la même chose lorsqu'il affirme que la référence au calcul et à la science est devenue un procédé massivement utilisé pour promouvoir ou imposer certains modèles de l'organisation humaine. Et il fait une comparaison entre la qualification juridique et la qualification statistique. Il note évidemment les différences entre les deux. La qualification statistique n'est pas soumise au contradictoire, contrairement à la qualification juridique. Alors nous revoilà donc, et il conclut que la statistique élabore des énoncés qui échappent à la réflexivité du langage, je le cite, et acquiert par là même une puissance dogmatique particulière. Alors nous revoilà avec la réification des produits, des indicateurs et des statistiques déjà identifiés par Desrosières, et on a tous su nous savons tous qu'il est très difficile de contester les indicateurs parce qu'on les prend comme ils sont, c'est-à-dire comme des choses naturelles qui s'imposent. Alors ce court survol de l'exercice de quantification nous permet donc de conclure là aussi que la question recèle une puissante dimension politique que ces interprètes évacuent au plus vite sous le couvert de l'objectivité et d'une naturalisation. Ceci m'amène donc à conclure. Alors que faire pour que la technoscience et ses avatars, la raison calculatoire, reprennent une place plus juste ? D'abord, avec Cornelius Castoriadis, il est clair qu'on ne peut interdire la science, au risque de renoncer à la liberté. De même, il est difficile de distinguer les bons des mauvais usages de la science. Il est aussi très clair que les scientifiques n'ont aucun titre à décider de ce qui serait bon, de ce qui ne serait pas bon. J'ai commencé cette présentation par l'affirmation selon laquelle la question était politique, en ce que le tournant mathématique du droit relève bien de choix politiques opérés par les États et les acteurs sociaux. De même, la marche triomphale de la technoscience évacue à tout prix, souligne Castoriadis, les incertitudes théoriques intérieures à la science et les questions de fond relatives à son objet et à son rapport à la société. La science advient et on évacue les questions essentielles dans le discours public, se contentant de trivialité ou de généralité, la peur du robot, la nature si pratique de Google Maps.
Il est clair que l'homme ne maîtrise pas la technoscience, pourtant au centre de son imaginaire, dans l'imaginaire de nos sociétés occidentales. La crise de nos sociétés démocratiques avancées a sans doute plusieurs sources, mais je crois possible d'affirmer avec Castoriadis que c'est la crise de la politique, crise à la fois de la créativité, de l'imagination politique et de la participation politique des individus, qui est au cœur des dérives actuelles. Dérives de la raison calculatoire, dérives liées à la prééminence de modèles qui entendent soustraire les marchés et l'économie à la délibération démocratique et qui débouchent sur un libéralisme autoritaire, dérives liées à l'atomisation croissante des individus présentée comme une conquête de la liberté. Et cette citation que vous voyez à l'écran de Castoriadis nous donne peut-être une idée du chemin à parcourir. Nous n'avons pas besoin de quelques sages, nous avons besoin que le plus grand nombre acquiert et exerce la sagesse, ce qui à son tour requiert une transformation radicale de la société comme société politique, instaurant non seulement la participation formelle, mais la passion de tous pour les affaires communes. Que peuvent faire les juristes alors que le chemin s'annonce clairement politique? Bien, la nature politique de ce chemin n'empêche certainement pas le juriste de faire œuvre utile et d'utiliser le droit comme arme de combat, notamment en insistant peut-être aujourd'hui sur un nouveau combat que constituerait la justiciabilité des droits économiques et sociaux individuels, pour les individus, bien entendu. Je n'ai pas le temps de développer cette question, mais enfin, le droit peut être une arme. Je reprends ici les termes du livre le titre du livre de Yora Israël, notamment. Et celle-ci peut être retournée contre ceux qui l'utilisent pour évacuer le politique. Pour terminer, je me permets de citer 2 extraits pour vous montrer, c'est une petite boutade à la fin, 2 extraits de ce grand juriste Holmes, que nous connaissons tous. Le dernier extrait, celui-ci à ma gauche, c'est celui que souvent nos collègues citent quand ils commencent une présentation sur l'algorithme ou sur la quantification. Ils citent cet extrait d'un article de Holmes qui dit que pour l'étude rationnelle du droit, l'homme de l'être, disons, c'est l'homme du présent, mais que l'homme du futur, c'est l'homme des statistiques et le maître de l'économie. Bon. Donc les juristes quantitativistes citent souvent cet extrait, mais ils oublient la première citation, c'est-à-dire celle-ci, qui est extrait de l'œuvre majeure, et pas d'un article de Holmes, et qui nous dit bien, et c'est souligné, que le droit incorpore ou emporte l'histoire d'une nation, de son développement à travers plusieurs siècles, et elle ne peut pas être traitée simplement par des axiomes ou comme des conséquences ou des corollaires d'un livre de mathématiques. Je crois que Holmes, dans cet dernier extrait, disait plus vrai que quelques années plus tard, dans un article qu'il avait peut-être l'obligation de publier parce qu'il y avait un indicateur qui mesurait sa production scientifique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Karim. Énormément de choses, énormément de nouveaux auteurs. Bonjour, je dois dire que je ne connaissais pas Slobodian. Ouais. Moi, j'ai découvert son livre il y a quelques mois. Ah oui, il vient de sortir. Qui a l'air effectivement très intéressant, très séduisant, dont certaines idées sont très séduisantes. Je pense au rôle de la CJUE en Europe, qui est très ça a véritablement été un agent de destitution de toutes les conventions politiques syndicales. Je pense aux arrêts Viking, Laval, Luxembourg, des arrêts qu'on connaît bien et qui ont été des arrêts qu'on n'a pas compris. En même temps qu'ils ont assuré, c'est toute l'ambiguïté, en même temps que cette jurisprudence a assuré une égalité homme-femme et était un facteur de progrès. Sûrement. Mais une égalité homme-femme, j'allais dire... de manière assez atomistique, c'est-à-dire qu'il n'y a que des individus, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que des individus, alors qu'ils soient tous égaux, ça bien sûr. Il n'y a pas de société, disait Thatcher. Il n'y a pas de société. Et voilà. Bon, donc je trouve qu'énormément de réflexions et de choses qui me font beaucoup